Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre journal. Je suis Hervé Hérault, le président et fondateur des éditions. Merci beaucoup, vous êtes nombreux à vous être inscrits aujourd'hui pour parler d'investissement locatif, comment protéger votre épargne en période d'inflation avec le LMNP, webinaire en partenariat avec nos amis de Résidétudes. On a aujourd'hui avec nous Mathieu Place, qui est conseiller investissement locatif chez Résidétudes, et Grégory Herlory, qui est directeur régional promotion chez Résidétudes. Donc Mathieu est à droite et Grégory est à gauche pour vous les situer. Je vais leur donner la parole, bien entendu, dans un petit instant. Donc les internautes, je vous rappelle, on est parti pour à peu près 1 heure de questions-réponses. Vous êtes là surtout certainement pour poser vos questions. Donc on a la chance d'avoir nos 2 experts pendant 1 heure avec vous. Donc c'est le moment, posez vos questions autour de vos projets d'investissement, autour de votre situation, de ce que vous voulez connaître de ce sujet, bien entendu. Nos experts, Mathieu et Grégory, sont là pour vous répondre. Donc, il y a un petit onglet questions en bas à droite. Vous voyez, vous cliquez dessus. Vous faites poser une nouvelle question. Donc, je vais déjà vous mettre un petit bonjour. Donc, comme ça, on va voir si ça marche bien. Et puis, ce que je vous propose, les internautes, c'est dites-nous un petit peu où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie et c'est le soir? Est-ce que vous êtes en Afrique? Est-ce que vous êtes en Europe? Est-ce que vous êtes sur le continent américain et c'est tôt le matin? Et si c'est le cas, merci pour vous être levé tôt. En tous les cas, faites-nous un petit signe, comme ça on verra aussi si ça marche. Vous êtes nombreux à vous être inscrits et j'espère que vous serez nombreux aussi en live pour poser vos questions. Je vous rappelle que ce webinaire sera également disponible en replay dans quelques minutes après la fin du webinaire, donc on va dire dans un peu plus d'1 heure. Donc si vous ratez la fin, si vous ne pouvez pas assister à tout, pas de souci, vous pourrez le voir en replay. Faites-le également connaître évidemment à vos connaissances, à vos amis, collègues qui sont intéressés par le sujet mais qui n'avaient pas eu connaissance du webinaire. Ça ne sera pas trop tard. Il y aura également un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo MBD sur YouTube. Donc, ça sera très facile de la retrouver et de la partager. Donc, faites évidemment connaître ce webinaire. Donc, on a Claire qui est Charlotte qui est en Irlande, Claire qui est à Sao Paulo, Karine à Barcelone, Alexandra qui est en France, Isabelle à Lisbonne, Frédéric aux Pays-Bas où à Delft le soleil brille. Ah super. Allez, Olivia elle est à Bangkok. Bonjour à tous. Une fois de plus, merci beaucoup. Mathieu, Grégory, je vous laisse la parole pour vous présenter en quelques instants et puis on va aussi dérouler une petite presse très rapide pour présenter Résidétudes. Pour présenter rapidement Résidétudes. Donc moi, enchanté, bonjour à tous et à tous. Merci surtout d'avoir répondu présent à cette invitation et merci aussi au Petit Journal de nous avoir invités également. Donc je suis Mathieu Place, moi je suis conseiller en fait en investissement locatif sur de l'immobilier géré et donc je gère la partie internationale pour le groupe Résidétudes. Voilà, bonjour, merci Hervé de nous recevoir et au Petit Journal. Grégory Herlory, donc moi je suis responsable régional et notamment de la partie internationale aussi. Très bien, allez, merci à tous les deux. Je vais afficher la présentation. Hop, voilà, et je vous laisse la dérouler et Mathieu ou Grégory nous présenter et puis après on passera aux questions des internautes. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet, c'est vrai, qui est assez préoccupant, surtout pour beaucoup d'investisseurs. Donc, c'est comment protéger son épargne, surtout en période d'inflation. Donc, on voulait vous présenter rapidement qui nous sommes. Donc, vous pourrez nous contacter soit sur l'adresse mail qui s'affiche ou le numéro de téléphone. Et on a aussi un site internet qui est dédié à ça. Pour vous présenter rapidement Résidétudes, pour ceux qui ne connaissent pas, on est en fait ça fait 33 ans qu'on existe. On s'est créé en fait en 1989 et on est en fait spécialisé dans ce qu'on appelle l'immobilier locatif meublé, notamment en résidence de services urbaine. Aujourd'hui, en fait, on gère 34 000 logements un peu partout en France, parce que la société a en fait une qualité de gestionnaire. Et comment est répartie notre offre, notre parc locatif? Vous le voyez sur le détail, sur le camembert à droite. On a 19 000 logements dédiés à des résidences étudiantes. Effectivement, Résidétudes, à la base, c'est une offre étudiante. Et comme toute société, on s'est diversifié. Et on a lancé dans les années 2000 le concept de l'appart-hôtel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ni plus ni moins que de l'hôtellerie. Mais contrairement à un hôtel classique, vous avez des cuisines dans les appartements. Donc, c'est pour ça que c'est comme un appartement. On est chez soi. Et c'est vrai que c'est assez confortable, surtout quand on a des
voilà, des déplacements professionnels où on est en formation à droite à gauche, ça permet d'utiliser pendant une semaine, un mois, voire 6 mois cet appart-hôtel. Et le dernier en date qu'on a lancé maintenant il y a quand même 15 ans, hein, donc ça fait déjà 15 ans, en 2007 qu'on s'est lancé sur cette partie-là, c'est les résidences pour seniors, mais non médicalisées. Donc on y reviendra, hein, c'est pour des personnes qui sont totalement actifs et autonomes. Si on continue un petit peu dans les chiffres pour vous situer encore la taille de la société, aujourd'hui on compte parmi ces 34 000 logements 23 000 investisseurs et le chiffre dont on est assez fier, c'est qu'on a 8 000 multipropriétaires parmi ces 23 000 investisseurs. Donc c'est quand même pour nous un gage de qualité parce que plus d'un tiers de nos clients sont multipropriétaires chez nous. Donc c'est quand même qui renouvellent leur confiance au sein du groupe Résidétudes et aussi en termes d'avantages fiscaux, vous allez voir que le produit a des avantages assez significatifs. Donc voilà, donc ces 34 000 logements sont répartis sur 250 résidences partout en France et on a aujourd'hui 2800 collaborateurs puisque l'ensemble des salariés qui sont dans nos résidences sont des salariés Résidétudes. Hein, comme ça, on garde une qualité de service dans nos résidences. On ne fait pas appel à de la sous-traitance. Pour vous expliquer rapidement donc ce que c'est l'immobilier géré, en fait, voilà notre concept. Résidétudes est promoteur et gestionnaire et exploitant, donc on a une double casquette. Partie promotion, c'est ni plus ni moins qu'on sélectionne les emplacements grâce à des études de marché. Vous vous doutez bien qu'on sélectionne des emplacements qui vont être stratégiques, premium, en fonction des offres que je vous ai présentées juste avant. Et on a la partie, bien sûr, dans promotion, construction et conception de la résidence. Hein, donc, partie commercialisation, d'ailleurs, c'est un métier un petit peu à part, mais c'est un métier tout de même important puisque c'est notre métier avec Grégory. Ça va être de vous accompagner, de vous conseiller et d'essayer au mieux d'optimiser votre patrimoine, exactement. De l'autre côté, vous avez la gestion-exploitation, c'est que contrairement en fait à un promoteur classique où on va vous vendre l'appartement, nous, on va vous accompagner dans cette gestion et exploitation. Donc, ça veut dire qu'en fait, Résidétudes va devenir votre locataire et va en fait s'engager à vous verser un loyer 365 jours par an, qui est ou non locataire dans votre appartement. Donc, surtout quand on est expatrié non résident français, c'est assez confortable parce que c'est Résidétudes qui va gérer votre bien à votre place. Et en plus, votre appartement, dont vous serez propriétaire à 100%, va devenir notre outil de travail. Donc, en fait, Résidétudes va également supporter tout le risque locatif qu'on peut avoir dans un investissement locatif classique. Donc, c'est vrai que c'est une solution assez confortable, solution clé en main, où on vous accompagne de A à Z. Et adapté aux expatriés, du coup. Et adapté, effectivement, aux expatriés. Et enfin, pour passer assez rapidement sur Résidétudes, on y reviendra de toute manière. Voilà, en fait, Résidétudes reste un placement un peu financier qui est totalement autogéré, comme on vous l'a expliqué, mais contrairement à un placement financier, il est adossé à de l'immobilier. Et c'est pour ça qu'on parle ici de stratégie gagnante, parce qu'on se base sur 2 critères. Le premier, sur de l'immobilier, qu'est-ce qui est important? C'est l'emplacement. On le sait bien, l'immobilier reste un critère l'emplacement reste un critère très important dans l'immobilier. Donc, on va toujours s'implanter proche de toute commodité, de centre-ville, des axes routiers, de centres universitaires, de centres d'affaires, de centres hospitaliers pour nos seniors, voilà, etc., etc. Et deuxième critère, et c'est là où ça va sécuriser votre investissement, c'est qu'on est sur des marchés qui sont démographiques. Et ça vraiment, ça va être un critère très important, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'offre ou la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Et donc, du coup, on répond à ce besoin démographique qui est que il n'y a pas assez d'étudiants, il n'y a pas assez d'offres étudiantes en France, parce qu'il y a justement le nombre d'étudiants croît chaque année. Pour vous donner quelques chiffres, on a multiplié par 5 le nombre d'étudiants depuis les années 60. Donc, voilà, ça c'est en constante évolution. Et le senior, pareil, d'ici 2030, on annonce qu'on aura plus de 4 millions de seniors de plus de 75 ans qui seront totalement
relativement autonome. Et donc, effectivement, entre le vieillissement de la population et le fait que les seniors sont en meilleure santé, notre offre correspond parfaitement à ce type de personnes. Et donc, voilà, ça répond à ce besoin démographique que j'expliquais. Voilà Hervé, pour présenter rapidement Résidétudes. Je suppose que peut-être qu'on aura des questions de la part des internautes. D'accord, donc les internautes, là vous voyez, il y a tous les contacts. Cette petite fiche de contact, vous pouvez prendre note maintenant, mais de toute façon, on la remettra aussi à la fin. Et puis évidemment, vous l'aurez sur le replay. Donc je vous rappelle, les internautes, on va passer à vos questions. On a Isabelle qui est à Séville, Eric qui est à Rio, donc posez bien vos questions. Ça, c'est avec le petit onglet poser une nouvelle question, c'est important. Merci Mathieu pour cette introduction, cette présentation de Résidétudes. Moi, je vais peut-être commencer par une première question qui concerne en fait plutôt l'état du marché de l'immobilier neuf à l'heure actuelle, l'état du marché locatif, puisqu'on parle de location, parce que on est quand même sur une période qui semble assez incertaine. On voit que les taux remontent. On voit que est-ce que le marché finalement reste porteur et est-ce que en cette période un petit peu incertaine et voire même avec des crises qui semblent s'amorcer, est-ce que c'est le bon moment finalement pour investir? Oui, on ne va pas vous dire le contraire. Effectivement, ça reste une bonne période pour investir. Et d'ailleurs, contre toute attente, en fait, on s'aperçoit que malgré le contexte difficile entre l'inflation, la hausse, c'est vrai que la hausse du taux d'emprunt qui augmente et l'augmentation des matières premières aussi qui augmente pour les coûts de construction, en fait, le marché de l'immobilier neuf se porte bien et fait bonne figure. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on voit que il n'y a jamais eu autant d'investisseurs qui se sont orientés vers le neuf que maintenant. Donc, c'est assez paradoxal, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ça parce qu'on voit que en plus, le prix de l'immobilier dans le neuf augmente, des logements dans le neuf. Pour vous donner quelques chiffres, on a fait une étude. Le prix de l'immobilier neuf accuse donc 10,9% d'augmentation sur 2 ans et 6,5% sur 1 an. Donc, c'est quand même souvent suite à l'augmentation du foncier, puisque c'est vrai qu'avec l'inflation, on a le foncier qui va augmenter. Et aussi, on suit dans l'investissement locatif, enfin, tout du moins dans l'investissement de l'immobilier neuf, on suit les dernières normes de construction qui sont toujours de plus en plus, je dirais, importantes et surtout poursuivre aussi le côté environnemental qui est très important aujourd'hui. Donc, tout ça fait que même face justement à ces domaines démographiques, le marché il est en constante évolution, il est très actif et on s'aperçoit que nous, on répond très bien à cette demande aujourd'hui parce qu'on ne construit pas assez par rapport à la demande qu'il y a en face. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a même si la conjoncture n'est pas favorable, il y a des données structurelles qui font que la demande est forte que les prix sont tirés vers le haut, en fait. Voilà, c'est ça, parce que l'inflation, si on définit l'inflation rapidement, c'est tout simplement la hausse des prix, aussi bien des prix des biens, des services. Souvent, quand on parle d'inflation, on se dit ah mince, c'est un pouvoir d'achat qui va se réduire, souvent pour l'épargnant, c'est souvent ce qu'on entend. Et puis en plus, là, sur ces 30 dernières années, l'inflation était aux environs de 0 à 2%. Donc, c'était vraiment indolore parce que les produits bancaires qu'on pouvait avoir face à cette inflation étaient quasiment en même niveau de rémunération, voire un peu plus même pour l'immobilier géré. Mais ce qui est intéressant de voir avec la crise sanitaire qu'on a connue, avec la guerre en Ukraine et tout ce qui est augmentation des biens et des services avec cette inflation, on s'est aperçu qu'en fait, en octobre 2022, l'inflation en France était de 6,2%. Donc, c'est quand même un niveau qu'on n'avait pas connu depuis les années 80 en France. Donc, c'est quand même
On peut tirer en fait notre épingle du jeu avec l'inflation et les taux d'emprunt qui augmentent. Côté inflation, pourquoi on peut tirer son épingle du jeu? Parce qu'en fait, la pierre va se valoriser. Il faut investir, il ne faut pas laisser ça, je dirais, sur vos comptes, dormir parce que votre pouvoir d'achat va diminuer. Et donc, il faut justement investir dans l'immobilier parce que l'inflation va faire valoriser votre immobilier. Donc ça, c'est intéressant de voir. Et en plus, quand on fait de l'investissement locatif, comme les produits qu'on va proposer, on est indexé par rapport à ce qu'on appelle l'IRL sur les loyers. Et donc, on peut augmenter l'IRL et les loyers chaque année. Et donc, souvent, l'IRL, il est calculé par l'INSEE et l'INSEE, ça suit souvent l'inflation. Donc, ça permet de suivre et de combattre cette inflation. Donc, l'immobilier reste un peu un placement, je dirais, anti-inflation, si on pourrait le surnommer comme ça. Une valeur refuge. Voilà, une valeur refuge, exactement. Ouais. Et de l'autre côté, on a des taux d'intérêt. Alors certes, ils réaugmentent, c'est indéniable, mais les taux d'intérêt restent quand même bas aujourd'hui. On est entre, si on est pessimiste, on est entre 2 et 3% de taux d'intérêt. Mais quand on connaît une inflation à 6, voire là on était à 6,2 en octobre, c'est historique en fait. On n'a jamais connu une différence aussi importante entre l'inflation actuelle et les taux d'intérêt bas. Donc ça reste quand même quelque chose d'important et il faut s'endetter parce que l'avantage qu'on a aussi en France, c'est que quand on s'endette, les taux de crédit, une fois qu'on a négocié son taux de crédit, il reste fixe. Donc, si les loyers augmentent grâce à l'IRL, parce que l'inflation va augmenter et que vous avez un taux d'intérêt qui reste fixe, indirectement, ça va être bénéfique pour vous tout à fait. Oui, ça, c'est un point qui parle beaucoup à nos Français de l'étranger, parce que je ne sais pas si la France est le seul pays, mais je crois qu'il y a peu de pays dans le monde qui ont des taux fixes. Généralement, les taux sont renégociés. Et du coup, si je comprends bien, Mathieu, ce que tu expliquais, on comprend bien la valeur de la pierre par rapport à l'inflation. Et ce qui est aussi intéressant, j'ai le sentiment, on a le sentiment que c'est aussi peut-être le bon moment parce que les taux, logiquement, devraient quand même continuer à augmenter. Oui. Finalement, il vaut mieux avoir des taux à 3 que des taux à 6. Ah oui, effectivement, c'est ça. La tendance est. Après, vous savez, il y a aussi on parle de taux d'usure aujourd'hui, et ça, c'est pour réguler le marché justement et pour pas que les investisseurs aient des taux trop excessifs par rapport au marché. Donc c'est intéressant. Mais effectivement, les taux là, si l'inflation continue comme ça, les taux vont rejoindre tranquillement l'inflation. Donc c'est important d'investir aujourd'hui parce que les taux restent faibles et les taux qu'on a connus il y a encore un an quand on était aux alentours de 1%, ça reste historique. Si on revient dans les années 2010, on était aux alentours de 4% en taux d'intérêt. Donc, on est encore en dessous de ces 4% aujourd'hui. Donc, honnêtement, il faut s'endetter pour pouvoir s'enrichir par la suite et ça reste encore un bon moment pour investir. C'est propice. Parfait. Allez, on va passer aux questions des internautes. Merci pour toutes ces explications autour du contexte. Oui. On a Frédéric qui demande, peut-on occuper soi-même le logement quand il est libre de locataire? Elle a deux questions. On va déjà répondre à cette première, puis on posera la deuxième après. Oui. Alors, vas-y, si tu veux. Ouais. Non, c'est pas le but de l'investissement. Donc, on peut l'occuper en tant que locataire, mais le propriétaire, on ne pourra pas habiter dans son appartement. Mais on a une facilité en tant que propriétaire des études, c'est que vous avez une priorité sur toutes nos résidences partout en France. Donc, c'est pas parce que vous achetez à un certain endroit, à un certain emplacement, que vous allez vouloir vivre dans cet appartement à ce moment-là. Et vous aurez une priorité sur tout notre parc immobilier partout en France, en tant que locataire. Oui, voilà. J'imagine peut-être, je ne sais pas si c'est le cas de Frédéric, mais par exemple, admettons, je fais un investissement chez vous et ma fille est étudiante et j'aimerais qu'elle soit logée. Ça elle aura priorité, c'est ça? Exactement. Et souvent, c'est le plus dur, c'est de trouver une place dans les résidences étudiantes. Et là, c'est vrai qu'en tant que propriétaire des études, vous avez une priorité sur notre parc locatif étudiant ou même senior si vous avez investi sur un autre domaine. D'accord. Deuxième question de Frédéric. Comment se passe la revente du bien et quel est le taux de la plus-value? Donc déjà, est-ce que je peux revendre quand je veux? Comment Exactement. Ça se passe? Un bien comme un autre?
Exactement. C'est qu'on a un département qu'on a créé en interne, hein, qui s'occupe de la revente de nos biens, vu qu'on n'a que des investisseurs en loueurs meublés non professionnels, donc LMNP. Donc la revente se passe extrêmement bien du coup chez nous, car on a tout intégré en interne. Au niveau de la plus-value, forcément, ça dépend de la durée de détention du bien, mais une plus-value, voilà, et on a toujours eu une plus-value sur tous nos biens résidétudes pour les gens qui ont revendu. Et en termes de fiscalité, je pense qu'elle parlait du taux, il y a un taux moyen, ou ça s'applique. C'est comme un appartement classique au niveau de la plus-value. Donc, il y a un taux et au bout de 30 ans, on ne paye plus d'impôt sur les plus-values. D'accord, très bien, parfait, merci Grégory. Alexandre demande, est-ce que vous plafonnez les révisions de loyer à la hausse si l'IRL, pardon ça a bougé, si l'IRL de 4%, est-ce que vous augmentez le loyer de 4% sans plafonnement à 2 ou 3%, ou est-ce que peut-être, je rajoute aussi, je crois qu'il y a certaines villes où les loyers sont plafonnés par la loi. Comment ça complètement. Ouais. Complètement. Là, l'État, en fait, a mis un plafond à 3,5%, notamment d'IRL. Et nous, en fait, on a déjà été un peu précurseurs sur ce point-là parce qu'on préfère maîtriser l'investissement et le marché parce que le but, c'est qu'il y ait toujours des locataires dans nos résidences. Hein, c'est le but. Donc, du coup, on maîtrise l'augmentation de l'IRL chez nous, à 2,3% pour information. Mais sachez que depuis l'existence de l'IRL, la moyenne d'augmentation par an est d'environ 1,6%. Donc, on reste toujours, même voilà, si on peut avoir des années où on est un petit peu perdant sur les RL, on reste toujours voilà, dans cette fourchette de 1,5, 1,6% par an d'augmentation. Oui, parce que quelque part, j'imagine que c'est une chose de dire on peut augmenter jusqu'à temps, mais après, il faut trouver des locataires. Donc, voilà, c'est ça. C'est pour maîtriser et sécuriser votre investissement qu'on préfère limiter. Et d'ailleurs, l'État, au final, a fait la même chose vis-à-vis des Français aujourd'hui. Mais très bonne question. Allez, Charlotte nous demande ce que vous proposez, donc elle veut une confirmation, ce que vous proposez, c'est bien un achat complet du bien et non une part de l'immobilier comme dans des SCPI par exemple. Tout à fait, exactement. C'est que vous devenez propriétaire à 100% d'un appartement. Donc, vous passez chez le notaire et c'est comme un appartement classique, hein, vous devenez propriétaire à 100%. Donc, ce n'est pas des parts et c'est vrai qu'à la revente, c'est beaucoup plus liquide que des parts de SCPI. D'accord. Alors, Olivia demande justement quels sont les avantages par rapport au SCPI. Peut-être vous pouvez nous les décliner. Pourquoi finalement je choisirais plutôt un investissement locatif, par exemple chez Résidétudes, dans ce cadre-là, plutôt qu'un investissement en papier? Tout d'abord, c'est assez simple. Hein. Nous, c'est vraiment de l'immobilier. Hein. Vous êtes propriétaire, donc je le répète, à 100% d'un appartement. Donc au niveau plus-value, il n'y a pas photo hein, sur un appartement entier. On a une plus-value qui n'est pas le cas forcément sur des SCPI. Les SCPI sont plus dédiés à des petits montants en général. Donc c'est vraiment quand on a une petite somme à investir et on prend des parts d'un ensemble immobilier. Alors que nous, c'est vraiment pour des objectifs beaucoup plus concrets et beaucoup plus sur le long terme, comme des compléments de revenus pour la retraite. Mais au niveau des objectifs, je pense qu'on va y revenir à des questions plus tard. Ouais. Et justement, quel est est-ce qu'il y a un montant minimal, maximal, est-ce qu'il y a une fourchette, je veux dire, finalement, pour réaliser un investissement comme ça? C'est accessible à beaucoup de personnes. Hein. Les premiers prix sont aux alentours de 80 100 000 euros. Et après, bien sûr, on peut monter au niveau du budget assez haut. D'accord. Ça reste de l'immobilier. Hein. Vous achetez un appartement, donc voilà, il y a un minimum quand même de 80 000 euros. Bien entendu. Charlotte demande quel est l'investissement moyen pour un achat en résidence étudiante, en appart-hôtel, en résidence senior. Donc là, vous avez donné des fourchettes, mais est-ce qu'il y a aussi des grosses différences selon ce type de bien? Tout à fait. C'est-à-dire que les résidences étudiantes sont les premières gammes de prix, donc entre 80 et 150 000 euros, pour vous donner une idée. L'appart-hôtel est plus à l'alentour de 100, 120 000, ça peut aller jusqu'à 400, 500 000 euros. Et les résidences seniors commencent aux alentours de 150, 160 000 euros, et après ça peut aller jusqu'à 500 000 euros aussi. Tout dépend de l'emplacement, voilà. Ça suit l'emplacement. Du coup, comment vous fonctionnez avec, par exemple, nos personnes là, qui posent les questions? Vous faites un premier diagnostic, vous faites un audit par rapport à leur situation patrimoniale, par rapport à leurs attentes, par rapport à… Comment finalement, je me dis, je vais plutôt investir moi dans une résidence senior, ou plutôt dans un appart-hôtel, ou plutôt à tel endroit, ou… Exactement. Comment je fais mon arbitrage en fait Tout à fait.
Ça, c'est exactement le travail de Mathieu. Du coup. Exactement. Oui, son Ça tombe bien. travail est vraiment de faire un audit patrimonial et stratégique en fonction du cahier des charges de chaque client. Donc, le but, c'est de déterminer quels sont les objectifs de chaque personne et de faire une vue globale sur la situation familiale, la situation professionnelle, la situation du patrimoine existant du client et d'optimiser tout ça par rapport à des objectifs définis. Voilà, comment se projette aussi le client par rapport à sa famille, par rapport à sa situation, par rapport à une succession, par rapport à beaucoup d'objectifs en fait différents qui peuvent intervenir dans la vie de chacun en fait. Complètement. Donc Mathieu, j'imagine que toi, tu vois des gens avec des situations très différentes et du coup, je sais pas, tu as peut-être un ou deux exemples, enfin des gens que… Je suis tenu au secret professionnel, hein, Hervé. Non, mais voilà, j'ai tout type de clients. Alors, c'est vrai que sur la partie non résident, j'ai des clients, voilà, je gère aussi j'ai aussi une partie française, donc je vois tout type de profil. Ça peut être des jeunes sortis d'études qui ont quand même un CDI parce qu'ils veulent s'endetter et prendre un crédit, donc il faut au moins être en CDI. Mais voilà, et ça peut être une personne un peu plus âgée qui veut un complément de revenu pour la retraite. Donc c'est vraiment très très différent entre chaque profil. Voilà, on a j'ai des personnes qui font partie des 500 plus grosses fortunes de France, comme des personnes qui débutent dans la vie, qui s'y intéressent très très rapidement. Donc ça, c'est vraiment très aléatoire. Parfait. Allez, on continue avec les questions. On a une question d'Alain qui est assez claire et du coup, je pense que vous allez pouvoir répondre facilement. Il dispose de 120 000 € à Montpellier. Puis-je investir sur un logement étudiant ? Oui, après, voilà, nous, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça reste un placement financier, hein, donc c'est basé sur l'immobilier, certes, mais je dirais si vous avez une somme à investir, donc de 120 000 €, est-ce que pourquoi Montpellier? Ça, voilà, on peut très bien vous proposer d'autres endroits, d'autres régions. Donc oui, comme on disait Grégory, les appartements là en résidence étudiante, on est aux alentours des 80 150 000 €. Donc oui, vous pourrez investir chez nous avec une somme de 120 000 €, aucun problème de ce côté-là. Et le but, c'est vraiment d'avoir un conseil par rapport à cette personne et savoir exactement pourquoi il veut mettre ça en place et voilà, quel est son objectif final. Quel est son objectif, ouais, c'est vraiment important. Par rapport à cette somme, est-ce que c'est pour des compléments de revenus? Est-ce que c'est pour une succession? Est-ce que c'est pour protéger peut-être madame dans le futur? Vraiment, il y a beaucoup de problématiques qui arrivent dans le temps. Ok, je pense qu'Alain va vous contacter, bien entendu, de toute façon, pour en discuter plus précisément. Peut-être qu'il serait intéressant par rapport à cette question, parce que je vois qu'il dispose de 120 000 €, mais est-ce que finalement, c'est pas quand même intéressant de faire du crédit, de la dette quand même, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et dans ce cas-là, est-ce que ça peut être deux biens, investir sur deux biens ou sur un bien d'une somme plus importante? Est-ce que justement, quelle est la part qu'on doit finalement financer en propre et apporter en externe? Alors nous, on a un conseil évidemment sur cette partie-là, hein, sur la partie financière. Donc en fonction de la capacité de chacun de pouvoir emprunter, en fonction du taux d'usure et du taux d'endettement de chaque personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, il vaut mieux emprunter le maximum et mettre une partie d'apport. Après, ça dépend si cette somme dort quelque part ou pas. Ça dépend s'ils ont besoin d'une partie de cette somme pour le quotidien ou pas. Donc, il y a toute une étude et toute une analyse qui est faite et une stratégie sur le long terme sur chaque client et chaque situation. Et en tant que non-résident également, il y a des conditions un peu plus strictes des banques françaises également. Par exemple, il ne faut pas dépasser 33% de taux d'endettement, comme disait Grégory, en fonction de chacun. Mais c'est surtout qu'en général, les banques françaises demandent en garantie 30% d'apport à minimum à mettre dans l'opération. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de non-résidents français qui apportent au moins ces 30% d'apport et qui, derrière, lèvent de la dette pour leur retraite ou pour en fonction de l'objectif, tout simplement. Exactement. Donc, avec 120 000 €, il y a une possibilité de faire plusieurs appartements, justement, avec ces 30% d'apport. Donc, ça peut être réparti, un apport sur chaque appartement, en fait. On a Alexandre qui recommande à Alain
Si je disposais de 120 000 euros, j'investirais dans 3 appartements avec 40 000 euros d'apport sur chacun. Donc, Voilà, voilà, c'est ce que disait On vient de Grégory. répondre. vous avez plus qu'à recruter Alexandre. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, très bien. Merci les internautes. Il y a pas mal de questions à continuer. On a encore une grosse demi-heure avec nos experts. Je prends un peu les questions dans le désordre, hein, mais peu importe. Frédéric demande quels sont les frais de gestion de la part du propriétaire. Par exemple aussi, alors les frais de gestion je dirais, en général, mais aussi en cas de travaux. Et puis, on a aussi une question que j'ai déjà vue ailleurs, je crois, sur le rendement moyen. Oui. Donc, allez, je vous laisse répondre. Alors, pour la première question, donc effectivement, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, Résidetude va être votre locataire et en fait, tout est contractuel via un bail commercial et en fait, on va supporter le risque locatif à votre place. Donc, ça passe par les charges de copropriété, les assurances qu'on va prendre à notre charge, les travaux notamment aussi qu'on va prendre à notre charge. Donc, tout ça fait que, en fait, vous avez une rentabilité qui va être nette directement. À part les impôts locaux, je dirais la taxe foncière, ça reste obligatoire parce qu'on est propriétaire en France, et le fameux article 606 de la loi Allure qui concerne tout ce qui est grosse réparation et qui commence uniquement à partir de la 6e année dans le neuf. Et donc, c'est une cotisation en fait annuelle pour justement remplir ce fonds de prévoyance. À part ces deux charges-là, voilà, vous n'aurez aucune charge à prévoir sur cet appartement. Donc ça, c'est assez confortable, surtout quand on est à distance. Vous ne serez jamais en fait dérangé par Résidetude pour dire tiens, il faut changer le ballon d'eau chaude ou il y a voilà, un coup de peinture à faire. Voilà, c'est Résidetude qui fera directement ces travaux-là à votre place. Très bien. Et par rapport au rendement moyen, je ne sais pas, Grégory peut-être ou Mathieu. Alors, en fonction de la catégorie de résidence, hein, Oui. comme on vous l'a dit, il y a des résidences étudiantes. Donc, historiquement, on a commencé, d'où le nom Résidetude par les étudiants. Donc, on est aux alentours de 3,45 sur ces rentabilités-là, sur les étudiants. Et les résidences seniors, net, triple net, net d'assurance, net de charge et avec une fiscalité allégée. Et les résidences seniors, du coup, où on est plus aux alentours de 3,90. D'accord. Voilà. Triple net, toujours. Allez, je continue avec les questions des internautes. Stéphanie demande, peut-on accéder à l'emprunt quand on est non résident et non salarié? J'imagine qu'elle est travailleur indépendant ou elle est peut-être chef d'entreprise à son compte. Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça? Et est-ce que peut-être pouvez-nous parler aussi un petit peu de l'accès aux banques pour les non résidents? Oui. De toute manière, on en a parlé un petit peu rapidement. Donc, il faut au minimum 30% d'apport, pas dépasser les 33% de taux d'endettement, ça c'est la base. Après, tout dépend depuis combien de temps, c'est un peu du cas par cas encore une fois, mais tout dépend depuis combien de temps. Je me souviens plus de son prénom, pardon Hervé, je retrouve pas. Stéphanie, pardon. Tout dépend de combien de temps Stéphanie, voilà, est non salariée. Si elle est capable de justifier plusieurs bilans de sa société. En général, c'est minimum 3 bilans d'antériorité. Donc, si elle peut justifier 3 bilans et que voilà, on voit que les chiffres sont plutôt au vert, elle pourra avoir voilà, le droit à l'accès au crédit sans aucun problème. Mais c'est juste qu'il faut avoir minimum 3 bilans pour pouvoir demander un prêt. Très bien. Peut-être je vais vous poser il y a d'autres questions des internautes, on va y venir, mais parce qu'on a démarré le webinaire depuis 30 minutes et en fait, on a parlé de LMNP, j'ai toujours du mal à le dire, donc loueur non professionnel. Peut-être que ça serait bien de repréciser de quoi il s'agit et surtout d'y associer l'avantage fiscal parce que c'est un des gros intérêts, hein, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, c'est un point très important pour les investisseurs justement expatriés. En fait, donc le LMNP, donc loueur meublé non professionnel, hein, pour rappel, c'est en fait un statut et ça vous permet d'avoir des avantages fiscaux en fait, notamment en France, assez sympathiques. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs dispositifs fiscaux en France, mais ils ne sont pas forcément tous adaptés à les situations d'expatriés. On pense notamment, je pense notamment à la réduction d'impôts, hein, vu que vous êtes non résident, vous ne payez pas d'impôts, donc ça sert strictement à rien de faire de la réduction d'impôts pour des personnes qui est expatriée. Mais en fait,
Il faut savoir que de façon générale, quand vous faites de l'investissement locatif classique, si vous réalisez cet investissement, vous aurez une imposition en fait entre 20 et 30% sur les loyers. Et en plus, on va ajouter à cela la CSG, CRDS, qui sont les prélèvements sociaux. Et il faut savoir qu'en fait, grâce à ce statut de loueur de meublés non professionnels, notamment avec les résidences gérées comme on propose, vous avez ce statut fiscal qui vous permet de générer des revenus complémentaires totalement nets d'impôts, donc totalement défiscalisés, et cela pendant plus de 20 ans. Et donc, c'est vrai que c'est assez intéressant par rapport à la situation fiscale française. Donc, très bien, mais merci pour cette précision. On va continuer avec les questions des internautes. On a Alexandre qui demande, dans quelles circonstances exceptionnelles pouvez-vous ne pas payer les loyers de l'appartement qu'on achète? Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, on va donner juste un simple exemple. Par exemple, pour les résidences seniors, même pendant le Covid, il n'y a eu aucune suspension de loyer chez Résidétudes. Donc, dans beaucoup de cas exceptionnels, même sur du senior, il ne s'est rien passé pendant le Covid. D'accord, très bien, merci beaucoup. Allez les internautes, posez vos questions. Vous avez le petit onglet questions en bas à droite. Profitez, on a encore à peu près 25 minutes avec Mathieu et Grégory. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay quelques minutes après la fin du webinaire. Vous recevrez un mail, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien. Donc, si vous avez raté le début ou si malheureusement vous devez nous quitter dans quelques instants, n'hésitez pas. Faites-le connaître aussi évidemment auprès de vos amis, de vos connaissances. J'aimerais en fait également aborder avec vous le point finalement les principaux points d'attention qu'il faut connaître quand on réalise un investissement locatif comme celui que vous proposez. Je pense notamment à toute la dimension, la situation, c'est-à-dire est-ce que plutôt dans telle ville, plutôt en centre-ville, plutôt en périphérie? Est-ce qu'il y a des points d'attention liés, par exemple, aux mesures énergétiques qui sont prises par la loi depuis quelques temps, et puis certainement qui vont peut-être même s'accentuer dans le futur. Quand on voit le temps qu'on a au mois de novembre, on peut y penser. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous faire peut-être un petit point sur ce sujet? C'est vrai que oui, effectivement, il y a des nouveaux défis qui nous attendent. On s'adapte, effectivement, l'immobilier s'adapte aussi au marché, et notamment les défis énergétiques, comme tu dis, Hervé. Ça, c'est vrai que c'est important, parce que si vous vous lancez dans l'investissement locatif classique, encore une fois, il faut faire attention à cette problématique, parce que il y a des nouvelles lois qui ont été votées pour tous les appartements qui ont une mauvaise notation. Vous savez, la classe A, B, C, D, E, F, jusqu'à G, et donc on appelle ça les appartements avec des passoires énergétiques. Donc voilà, on ne pourra plus louer en fait si vous êtes en bas de notation. Donc c'est pour ça que dans le neuf, vous n'avez pas forcément ce problème-là, puisque nous, on va suivre les dernières normes de construction, et ça c'est important aussi de suivre ces dernières normes, parce que voilà, au niveau environnemental et climatique, c'est très important. Donc c'est pour ça que l'immobilier neuf s'adapte à ces besoins-là. Et c'est vrai que vous, en tant qu'expatrié français, si vous partez sur un logement neuf, vous ne serez pas soumis à ces contraintes-là. Oui, ça vous protège en fait. C'est le fait d'être dans l'investissement, dans l'immobilier neuf, ça vous protège en fait directement de ces lois qui viennent d'être votées. Dans quelle ville, alors, vous avez 250 résidences, donc j'imagine que c'est dans la plupart des grandes villes, mais est-ce qu'il y a des marchés qui sont particulièrement porteurs, dynamiques, ou est-ce que également il y a des emplacements, c'est-à-dire plutôt centre-ville, plutôt périphérie, plutôt périphérie, ou est-ce que finalement vous avez un mix et vous avez un peu tout en fonction des situations? Qu'est-ce que vous regardez en premier? J'imagine le marché locatif. Alors on regarde le marché locatif, mais effectivement on regarde quand même l'emplacement, parce que c'est pas le but de se lancer dans une résidence qui est en plein milieu, je dirais, de la forêt, ou j'en sais rien. Voilà, donc ça reste de l'immobilier. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des emplacements bien spécifiques, stratégiques. Donc effectivement, on va s'implanter dans les centres-villes ou proches centres-villes, dans tous les nouveaux aussi un peu écoquartiers, ce genre de choses. On va être proche de toute commodité, surtout pour par exemple une offre pour des logements seniors, études, enfin quoique pour
les trois, hein, que ce soit étudiant, appart-hôtel ou senior, il faut qu'on soit proche de toute commodité si les gens ont besoin de se restaurer, ont besoin de manger, se nourrir. Et puis après, effectivement, pour les résidences étudiantes ou appart-hôtel, on va être principalement dans les grosses villes, dans Paris, Bordeaux, Toulouse, Angers, où il y a une vraie situation, hein, où il y a un vrai manque d'offres aujourd'hui. Et pour les résidences seniors, on peut se permettre de s'implanter dans des villes à taille un peu plus intermédiaire, type Saint-Malo par exemple, ou Châlons-en-Champagne, que j'ai en tête, qui sont des villes en fait où y a les seniors, en fait, on s'aperçoit que dans nos résidences seniors, on a 60% des occupants de cette résidence qui sont en fait des locaux. Donc, et on s'aperçoit que les seniors veulent rester quand même proches de leurs voisins qu'ils connaissent, des personnes qu'ils connaissent, de leurs habitudes. Et après, je dirais, on a aussi le regroupement familial où on a des seniors qui viennent dans les grandes villes pour rejoindre les petits-enfants et les enfants qui se situent dans ces villes-là. Donc, c'est pour ça que sur les seniors, vous aurez peut-être des villes un peu plus à taille intermédiaire. Et après, pour les étudiants ou de l'appart-hôtel, ça reste plus des grosses villes comme Nice, voilà, et j'en passe. Mais voilà un peu comment on se met. Très bien. Olivia nous demande quels sont les avantages de l'investissement locatif tel que vous le pratiquez par rapport à l'immobilier classique pour les non-résidents. C'est en gros, finalement, j'imagine que ce que dit Olivia, c'est pourquoi moi, je n'achèterais pas mon propre appartement moi-même, je ne sais pas, à Bordeaux ou à Nice, peu importe, et je le mets en location moi-même. Et finalement, quel avantage vous apportez pour Olivia qui, je ne sais plus où elle est, mais elle est à l'étranger, Olivia. Elle est à Bangkok. Elle est à Bangkok, parfait. Il y a beaucoup d'avantages. Hein. D'une part, la non-gestion, hein, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout, de A à Z. Et qu'il y ait un locataire ou non dans l'appartement, ce n'est pas votre souci en fait. Le seul locataire que vous avez, c'est le groupe Résidétudes. Donc c'est vraiment clé en main, on peut dire ça. Pour chaque personne. Et quand on est à l'étranger et qu'on n'a pas de souci à se faire, un robinet qui fuit ou quelque chose comme ça, c'est quand même une tranquillité d'esprit assez importante, surtout quand on est à des milliers de kilomètres de la France. Oui, c'est sûr que quand on est à Bangkok et qu'on doit aller changer le robinet, c'est pas effectivement très pratique. Donc oui, il y a un vrai avantage sur la dimension locative. Quels sont les autres services que vous apportez à vos propriétaires et comment est-ce que vous les accompagnez ? On a un suivi de A à Z, hein, que ce soit dès le début, donc dès l'étude, on va dire, de chaque personne au passage notaire, et ensuite derrière on a un conseiller qui est dédié à chaque propriétaire et qui le suit sur le long terme. Donc n'importe quelle question, que ce soit fiscale ou autre, le conseiller est toujours là pour y répondre. Et aussi si forcément il y a des proches qui sont intéressés ou aussi s'ils veulent le racheter, bien sûr on est là pour répondre à toutes les questions et toutes les problématiques. Et on a un accompagnement aussi qui a 100% digital. Ça peut être pratique aussi quand on est à distance. Donc, par exemple, je pense, dès que vous passez notaire et que vous voulez voir un peu le suivi de votre chantier, on a une page dédiée au suivi de chantier pour les personnes, pour qu'ils puissent suivre à distance. On met des photos, des reportages photos assez régulièrement pour que les gens puissent suivre leur chantier à distance pendant la construction des travaux, ce genre de choses. Donc ça, voilà, c'est vrai qu'on est 100% digital du début à la fin, et c'est assez confortable. On s'adapte aussi, avec le Covid. Vous voyez, on fait des visios, ce genre de choses. Donc voilà, tout le monde s'adapte, et c'est vrai que c'est confortable pour vous en tant que non-résident français. Quelles sont un petit peu les étapes, Mathieu, du process entre le moment où, par exemple, je vous contacte parce que j'ai un projet, j'ai un patrimoine ou un souhait de faire un investissement, et puis finalement, jusqu'à ce que il y ait un locataire dans le bien. Il se passe combien de temps ?
Comment ça se passe? Bah, déjà, bon, il y aura plusieurs rendez-vous pour le temps de faire une étude financière, d'avoir les données et de pouvoir vous montrer quelque chose de concret. Donc voilà, on passe cette partie-là, je dirais, jusqu'à la signature. Le processus d'investissement, c'est qu'une fois que vous êtes d'accord, il y aura donc la première chose, ce sera de signer le contrat en fait de résidétude, et où il y aura marqué justement, où il y aura le bail commercial avec tout ce qu'on vous a dit oralement sera indiqué noir sur blanc sur le bail. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous aurez la deuxième étape où il faudra, une fois que vous aurez passé votre délai de réflexion, que tout ça sera passé, vous aurez l'étape de recherche de crédit s'il y en a un. Donc effectivement, on fera ce qu'on appelle un prêt avec différés bancaires, puisque comme vous êtes dans le neuf, lors du passage notaire, vous ne payerez pas 100% de l'appartement tout de suite. Vous allez payer l'appartement en fonction de l'avancement des travaux. Donc, on va vous demander 15%, 10% de la somme, 5% jusqu'à temps que ça fasse 100% du bien, en fait. Donc, ça suit l'avancement. Et donc, entre le moment où vous signez le contrat et que vous passez devant le notaire parce que vous avez obtenu votre crédit, vous devenez propriétaire à ce moment-là. Donc, ça, c'est en général entre 3 et 6 mois, entre le moment où vous signez le contrat et que vous passez notaire. Et puis après, il y a un délai souvent incompressible de 18 à 24 mois de délai de construction de la résidence. Et donc, vous avez les appels de fonds, et le jour où la résidence est livrée, ce qui est très important aussi, c'est que, par exemple, vous êtes livré fin 2024, 31/12/2024, la résidence est livrée. Dès le 1er janvier 2025, vos loyers commencent à tomber, en fait. Donc ça, c'est comptable. Très bien. On a une question d'Alain qui est une question intéressante. Il demande, toutes les questions sont intéressantes, mais oui. Alain demande, y a-t-il un temps minimum de placement conseillé? C'est-à-dire que je fais un investissement avec vous. Oui. Est-ce que l'idée, c'est d'investir sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans ou quel serait votre conseil? C'est souvent, quand on fait de l'immobilier, c'est un placement long terme. Après, ça dépend des objectifs de chacun. Oui. Mais si faut garder ça un minimum, je pense, 5 ans pour pas perdre les frais de notaire et rentabiliser son investissement. Mais le but de faire ce type d'investissement, c'est vraiment sur du long terme. Oui, complètement. Et l'avantage, c'est que vous avez des frais de notaire qui sont réduits dans le neuf entre 2,5% et 3%, contrairement à l'ancien où on est entre 8 et 9%. Donc, vous aurez, vous pouvez garder un peu moins l'appartement que dans l'ancien, le revendre plus rapidement, mais effectivement, se constitue un patrimoine et notamment ce type de placement qui est un peu un produit pour avoir des rentes et des revenus complémentaires, souvent c'est des placements long terme. La durée de détention chez Résidétudes, c'est en moyenne, en fait, on voit que c'est en moyenne 18 ans ou 19 ans. C'est ça la durée moyenne d'un bien chez Résidétudes. Donc ça montre que les gens le gardent parce qu'ils en sont satisfaits, ils n'ont rien à gérer. Et puis surtout, ils comptent sur cette rente chaque mois qu'ils possèdent. Pour donner une comparaison, en France, la durée moyenne de détention d'un bien est de 7 ans. Voilà, c'est ça, exactement. En moyenne, on garde 7 ans un bien en France. Chez nous, c'est en moyenne 18-19 ans. Parfait, très bien. Allez, les internautes, il nous reste un petit quart d'heure, donc c'est le moment de poser vos dernières questions, une dernière salve de questions. Donc, faites pas les timides, profitez-en. On a la chance d'avoir Mathieu et Grégory avec nous. Il y a Charlotte, alors elle nous fait une remarque et une question. Donc, je vous lis tout et puis vous nous donnerez votre réponse. Elle est en Irlande, Charlotte. Elle dit « Nous avons eu pas mal d'investissements immobiliers étrangers pour des résidences étudiantes qui sont louées à des prix exorbitants, au-delà de 1 000 € mensuels, j'imagine. L'État a fait des ponts d'or pour attirer ces investisseurs, donc pour créer ces résidences. Et elle dit « Autant je souhaite investir, autant je suis contre tout investissement qui a pour objectif de perturber l'équilibre local. » Donc, j'imagine le marché locatif. Quelle est la politique de la France par rapport à ces investisseurs étrangers déjà, notre politique, c'est important, c'est que nous, qui est locataire ou non, on vous verse un loyer. Donc, si on mettait un loyer au locataire final qui était exorbitant par rapport au loyer du marché, on aurait déjà mis la clé sous la porte, clairement, parce qu'on n'aurait pas d'occupation. Là, on frôle les 90% sur l'ensemble de nos résidences de taux d'occupation. Donc, ça veut dire que les appartements sont loués, qu'il y a une vraie demande et qu'on respecte, grâce à nos études
études de marché aussi, on respecte le marché locatif sur la zone où vous aurez votre résidence. Souvent, où on s'installe, c'est qu'il y a une pénurie de logements, que ce soit étudiants ou seniors, justement. Donc, on répond à un besoin local de la mairie ou autre, souvent. Et après aussi, les avantages fiscaux que vous aviez avec ce produit, c'est clairement que l'État aujourd'hui n'est pas capable, l'État français je parle, alors après je ne connais pas l'État irlandais, mais l'État français clairement n'est pas capable aujourd'hui de construire ce type de logement en fait. Et donc du coup, ils font appel à des professionnels comme nous pour justement répondre à ce besoin. Et notamment, un avantage qu'on n'a pas forcément parlé avec le statut de loueur de meublé non professionnel, mais c'est que vous avez la TVA qui est remboursée sur ce type d'investissement. Donc, vous payez uniquement le bien hors taxe et non TTC. Tout ça participe au fait que l'État n'est pas aujourd'hui capable de gérer cette partie-là parce qu'ils ont d'autres priorités aussi. Il ne faut pas les taper, entre guillemets, taper sur les doigts. Mais voilà, c'est vraiment c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, l'État a trop besoin de sociétés comme nous et que les avantages qu'on a sont assez intéressants. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez décrit tous les intérêts de ce placement, mais il y a un vrai avantage fiscal aussi. Oui. Le statut LMNP, le fait donc d'avoir pendant plus de 20 ans des loyers totalement défiscalisés, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et en fait, effectivement, il y a l'autre avantage qui est que vous payez uniquement le montant hors taxe du bien parce qu'en fait, vous avez un article de loi dans le Code général des impôts. Pour être précis, c'est l'article 261 des 4 qui stipule que sur ce type d'investissement en résidence de service et dans le neuf, vous avez la TVA qui est remboursée par l'État. Et en fait, Résidétudes, et encore une fois, dans cette démarche je dirais, d'accompagnement et que ce soit confortable pour l'investisseur, Résidétudes avance cette TVA à votre place et se fera rembourser plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'investisseur paye que le montant hors taxe du bien. D'accord. Et ça inclut également le mobilier Oui, quand on parle, par exemple, ce bien coûte 120 000 €, c'est 120 000 € hors taxe, mobilier inclus. D'accord. Voilà. Et c'est aussi une question qui peut revenir par rapport à la question, je me souviens plus du prénom, par rapport à la plus-value. Sachez que c'est aussi intéressant par rapport à ça parce que vous achetez un bien 120 000 € TTC, mais vous allez le financer que 100 000 €. Donc, même si vous le revendez 120 000 €, vous aurez fait une plus-value de 20 000 réellement, mais l'État français considère que votre bien coûte 120 000 €. Donc, réellement, vous n'avez pas de plus-value. Voilà. Donc, c'est aussi des petites astuces. Oui, ça fait quand même 20% d'écart. C'est pas négligeable. Effectivement. Allez, on a une question d'Elena. Alors, elle demande, est-ce que la durée du bail commercial est de 9 ans et quelles sont les pénalités si on sort plus tôt? Alors, du coup, déjà, est-ce que c'est un bail Oui, tout à fait. Donc, c'est un bail de 9 ans, classique. Et il n'y a pas de pénalité parce que la personne qui va racheter l'appartement rachètera dans les mêmes conditions. Donc, il sera aussi un investisseur et reprendra le bail dans les mêmes conditions. Donc, il n'y aura pas de pénalité. Le but, c'est pas d'habiter dans l'appartement, c'est vraiment de garder un investisseur au rachat de l'appartement. C'est ça. Et c'est un bail qui est surtout tacite reconduction au-delà des 9 ans. Donc, ça veut dire qu'on a une visibilité aussi en tant qu'investisseur dans le temps parce que, par exemple, une personne qui a acheté en 89, donc date de création de la société, un appartement chez nous, si aujourd'hui il possède toujours son appartement, il a toujours le même bail commercial, donc parce qu'il est reconduit, donc 9 ans par période triennale, donc tous les 3 ans, donc 9 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans, jusqu'à temps, voilà. De façon tacite, dans les mêmes conditions. Voilà, exactement. Donc ça nous démarque énormément de nos confrères. Très bien. Je voudrais revenir un petit peu sur le financement bancaire. Est-ce que vous travaillez avec des partenaires spécifiques et comment est-ce qu'on peut, parce que je sais que pour les résidents français à l'étranger, plutôt les non-résidents fiscaux, en France, c'est pas toujours évident d'obtenir des prêts, des crédits. Donc, comment est-ce qu'on peut maximiser ses chances? Quelles sont les bonnes pratiques à connaître? Et est-ce que vous travaillez avec des partenaires? Comment ça se passe? Oui, on travaille surtout avec des partenaires en termes de courtiers
courtiers en prêt immobilier, qui ont l'habitude de nos produits, donc qui pourront vous accompagner. Moi, en tant que conseiller, je serai toujours là pour vous accompagner, vous donner, et vous évitiez les pièges ou ce genre de choses. Mais effectivement, le courtier qui est spécialisé dans la demande de crédit, lui aussi va vous accompagner. Donc, effectivement, on peut accompagner. Après, nous, on n'est pas une banque, donc on n'a pas de partenariat aujourd'hui avec une banque X ou Y. Mais par contre, le courtier, lui, se charge de vous trouver les meilleures conditions et dans différentes banques en fonction du profil. Voilà, ça varie en fonction vraiment de chaque situation de chacun. Voilà, il facilite les points d'entrée dans les banques parce qu'il a l'habitude et il connaît déjà les interlocuteurs, les bons interlocuteurs qu'il faut contacter. Alors, Frédéric demande, et ça va être une des dernières questions, mais allez, il y a encore la place pour une ou deux questions, donc dépêchez-vous les internautes. Quand on rachète un bien, on ne bénéficie plus des avantages fiscaux et notariés d'achat dans le neuf. Alors, j'avoue que je ne comprends pas bien la question. Si, tout à fait, il a tout à fait raison. Quand on rachète un bien, donc il est considéré comme ancien, donc on n'a plus les frais de notaire réduits à l'achat du bien dans le neuf. Donc après, la personne qui rachète aura classiquement les frais classiques de l'ancien. Très bien, donc c'est Frédéric L. Donc tu as répondu, Grégory, à cette personne. Est-ce que Mathieu, tu as peut-être quelques exemples d'investisseurs français expatriés qui ont fait des acquisitions récentes et pour qui ça s'est bien passé, ça se passe bien? Oui, heureusement qu'on en a. Heureusement qu'on en a. On en a même plusieurs. C'est vrai que déjà, un chiffre que j'ai donné au tout début de ma présentation, c'est que sur 23 000 investisseurs, on en a 8 000 multipropriétaires. Donc ça, c'est quand même un gage de qualité parce qu'un tiers de nos propriétaires renouvellent leur confiance au sein du groupe du fait de leur notoriété sur le marché en tant que gestionnaire et aussi en termes d'avantages fiscaux. Mais ça vaut aussi bien pour les expatriés. Il y a beaucoup d'expatriés français propriétaires chez Résidé d'études qui réinvestissent dans notre produit parce que une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, c'est vrai que c'est assez confortable. Et aussi, le fait que on a pas mal de non-résidents français où on a leurs enfants ou peut-être parents qui bénéficient aussi de nos résidences et de nos services dans les résidences. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que les gens bénéficient et profitent de cet accès prioritaire qu'ils ont le droit en tant que propriétaire chez Résidé. Surtout sur leur retour en France, en fait. Ouais. Donc souvent, ils ont passé une certaine période à l'étranger, ils ont investi chez Résidé d'études et ils ont l'agréable surprise que quand ils doivent revenir ou quand les enfants font des études en France, ils ont un point d'accès au logement assez important, soit pour retrouver une résidence principale ou soit pour l'enfant commencer à s'installer dans une ville particulière. Et c'est vrai que vu notre maillage sur toute la France, on a des résidences partout. Ouais, complètement. Super. Écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, à pas mal de questions. Si vous avez d'autres questions, les internautes, vous allez prendre contact. Je vais remettre le petit panneau de contact et puis voilà. Je vais vous laisser, Mathieu et Grégory, le mot de la fin. Je choisis la bonne. Voilà, parfait. Donc, vous voyez, là, les internautes, vous avez les contacts. N'hésitez pas à contacter Mathieu et Grégory. Peut-être un mot de la fin, tous les deux. Peut-être retenir aussi un petit peu les grandes forces du groupe Résidé d'études et puis vraiment pourquoi, enfin pas pourquoi, mais parce qu'on vient d'en parler pendant 1 heure, mais l'argument vraiment qui fait que faut prendre contact et se décider là. Non, si on revient sur comment protéger votre épargne en période d'inflation, donc l'immobilier géré, notamment comme Résidé d'études, ça reste un bon placement anti-inflation avec tout ce qu'on a pu argumenter depuis quasiment 1 heure. Donc ça c'est un point très important. Et puis en plus, le groupe Résidé d'études vous accompagne de A à Z. Vous aurez qu'un seul interlocuteur, c'est le groupe Résidé d'études. Donc ça c'est vraiment assez confortable, surtout quand on est à l'étranger. On se répète peut-être un peu, mais ça reste quelque chose d'assez important et sachez que vous aurez en plus le droit
en fonction des objectifs de chacun, voilà, a des avantages assez significatifs, aussi bien en termes de fiscalité que d'accès prioritaire au logement, etc., etc. Donc, voilà ce que je peux dire en mot de fin. Je ne sais pas si tu as un mot, Grégory. Non, c'est vrai que le statut de loueur meublé non professionnel est extrêmement intéressant pour les expatriés qui ne sont pas forcément proches de leurs biens. Et c'est vrai que le groupe Résider Études gère de tout de A à Z. Donc, vraiment, c'est du clé en main. Ouais. On voulait te remercier, Hervé, le Petit Journal aussi, de nous avoir reçus et nous avoir permis de prendre la parole sur cette intervention. On reste à la disposition, bien sûr, de toutes les personnes. Donc, vous pouvez contacter Mathieu via le site internet ou l'email. Notez bien l'email, donc expat.invest@résid-du6études.fr ou au 01 88 88 10 69. On reste vraiment à votre disposition pour toutes les questions et bien sûr faire des études patrimoniales et stratégiques sur l'ensemble de vos demandes. Donc voilà, on est très heureux d'avoir pu participer à ce webinaire et merci beaucoup encore Hervé. Merci. Merci à vous deux, merci Mathieu Place, Grégory et Erlori de Résider Études, c'était je crois très intéressant. Merci à tous les internautes pour vos questions, votre participation et pour avoir partagé avec nous. Je vous rappelle que dans quelques instants, vous aurez le lien du replay, donc si vous n'avez pas tout vu ou si vous voulez revoir, si vous voulez le partager également, n'hésitez pas. Il y aura un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours, donc comme c'est votre journal et que vous le lisez tous les jours, vous ne le raterez pas. Il y aura la vidéo également dessus et puis voilà, vous avez les contacts, donc si vous voulez en savoir plus, il ne vous reste plus qu'à contacter Mathieu et Grégory. Merci à tous et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire lepetitjournal.com et puis tous les jours sur le site lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.